Donc, j'avais commencé à faire une recherche d'archives plus large sur ça a été quoi le travail de lobby politique que les associations professionnelles infirmières au Canada et aux États-Unis ont fait pour convaincre les politiciens de passer des lois professionnalisantes. Donc, c'est important de comprendre que la professionnalisation formelle, c'est une loi qui est passée, qui reconnaît euh, le caractère professionnel d'un certain travail et qui implique la création d'un ordre professionnel avec des mécanismes de régulation. Et c'est dans le fond, la professionnalisation, c'est une délégation des pouvoirs de l'État à un petit groupe professionnel. Donc, en sciences infirmières, moi, ça fait plus de 15 ans là, que je suis infirmière. Puis cette idée de profession, professionnalisme, professionnalisation, faire avancer le projet professionnel, c'est des thèmes qui reviennent constamment. C'est quasiment une obsession, je dirais, là, ou une fixation plutôt dans la profession infirmière de cet attachement, cette fixation sur tout ce qui est professionnel, professionnalisation, au point où c'est beaucoup rendu comme une vertu. Puis pour moi, j'ai toujours trouvé ça intéressant de réfléchir à ça plutôt du point de vue politique. Et donc, en faisant ce travail-là, où ce que je regardais surtout des archives, des journaux professionnels infirmiers au Canada et aux États-Unis. Donc, il y en a deux essentiellement, là, les deux plus principaux, qui étaient le American Journal of Nursing aux États-Unis et au Canada, le journal Canadian Nurse, respectivement fondé en 1900 et 1905. Et les deux journaux étaient spécifiquement voués à promouvoir la professionnalisation, la formalisation de la reconnaissance législative de la profession infirmière. Donc, j'ai mis une belle petite image ici où il y a deux femmes qui sont en train de se battre devant un monsieur en blouse blanche. Et ça me fait beaucoup penser à qu'est-ce que j'ai trouvé sur les infirmières dans leur intégration à la campagne anti-sage-femme qui avait été initialement menée par les médecins, mais comme on va voir dans cette présentation, a été vraiment les infirmières, les organisations professionnelles infirmières. Donc, l'élite infirmière de l'époque a joué un rôle important dans l'élimination des sages-femmes au Canada et dans la vilification des sages-femmes aux États-Unis aussi. Donc, ça, l'image précédente, c'est une image de William Mead Prince qui est disponible au musée d'art de Auckland de l'Université de la Caroline du Nord. Donc, aujourd'hui, on va parler brièvement de c'est quoi une historiographie féministe. Ensuite, je vais rentrer un petit peu plus dans les détails de c'est quoi les organisations professionnelles infirmières. Ensuite, on va rentrer dans les deux résultats, si on veut, de ce projet d'historiographie féministe. Donc, l'idée du Pick Me Girls ou la misogynie intériorisée. Et ensuite, la xénophobie et le racisme au service de la professionnalisation. Puis on va finir par une discussion, une conclusion. Donc, il y a beaucoup de stock dans cette présentation. Si vous voulez en discuter plus, après, je suis entièrement disponible. Je peux mettre mon email dans le chat. Ça me fait plaisir de parler de ces enjeux-là, parce que surtout avec les infirmières, c'est une discussion qui parfois peut nous rendre inconfortables, puis c'est correct. Mais je pense que c'est important d'avoir cette discussion-là. Puis je pense au-delà de l'inconfort, il y a l'émancipation. Donc, après cette première petite barrière difficile à traverser, d'être inconfortable, de se questionner sur c'est quoi le professionnalisme, la professionnalisation, de l'autre côté de ça, il y a une liberté extraordinaire. Donc, je vous encourage à pousser au travers si jamais vous vous sentez inconfortable, de suivre jusqu'à la fin. Puis ensuite, si vous voulez en parler plus, il n'y a aucun problème, je suis entièrement à votre disposition. Donc, c'est quoi l'historiographie féministe? L'historiographie féministe, c'est une méthodologie qui permet de questionner, de revoir les histoires dominantes qui ignorent les femmes comme actrices sociales. Oh non, excusez mon auto-correct, parce qu'il y a beaucoup d'anglais et de français là-dedans, là, donc excusez s'il y a des fautes. Mais l'idée, c'est que souvent l'histoire ignore le fait que les femmes ont joué un rôle dans certaines affaires. Ça peut être n'importe quoi, que ce soit le droit à l'avortement, la médecine, les révolutions sociales, les luttes coloniales, etc., ou anticoloniales. Et donc, de mon côté,
je prends un peu l'histoire de la campagne anti-sage-femme que les gens associent beaucoup à la médecine, qui est vrai. Les médecins ont définitivement, les obstétriciens particulièrement au début du 20e siècle, ont joué un rôle très fort dans l'élimination des sages-femmes. Mais d'ignorer le rôle infirmier, c'est retirer l'agentivité de ces femmes-là. Et comme on va voir, l'agentivité des femmes, c'est pour le meilleur et pour le pire. Donc, les femmes, particulièrement les femmes blanches, ont joué des rôles réactionnaires dans l'histoire, tout comme des femmes ont joué des rôles révolutionnaires progressifs dans l'histoire. Donc, ceci, c'est une histoire un petit peu de la première profession reconnue féminine en Amérique du Nord, qui était la profession infirmière, et comment ça s'est fait. Donc, les organisations professionnelles infirmières. Donc, les premières organisations professionnelles des infirmières se sont consolidées autour des écoles infirmières, des écoles hospitalières. Donc, la réforme Nightingale en Grande-Bretagne à la mi-fin du 19e siècle a eu des répercussions à travers le monde. La Grande-Bretagne, l'Angleterre était une puissance coloniale indéniable, extrêmement violente. Et donc, beaucoup des choses qui étaient une réalité en Angleterre ont été exportées un peu partout, incluant au Canada et aux États-Unis. Donc, le format des écoles infirmières qui était de subordonner, si on veut, la formation infirmière aux hôpitaux, même si c'était à une époque où la plupart des soins n'étaient pas donnés dans les hôpitaux, a vraiment consolider une élite infirmière autour de la direction de ces écoles-là. Donc, le travail infirmier est passé d'un travail plus communautaire, où ce que tu avais une apprentie qui pouvait travailler avec une infirmière, où ce qu'il y avait beaucoup de rôles des religieuses aussi, à un travail qui était vraiment concentré, dont la formation était concentrée en milieu hospitalier exclusivement. Donc, dès 1893, aux États-Unis, il y a une formation, il y a une organisation aux États-Unis et au Canada qui se forme, qui est la Société des Superintendents of Training Schools for Nurses aux États-Unis et au Canada. En 1996, il y a la formation, il y a l'association des gradués des écoles hospitalières du Canada et des États-Unis. Et la scission de la branche canadienne s'est faite en 1907. Et en 1912, je pense, cette organisation-là a pris le nom de Canadian Nurse Association, l'Association des infirmiers et des infirmières du Canada, qui est l'organisation qu'on a encore aujourd'hui. Idem pour les États-Unis, le American Nurses Association, le ANA, et a pris ce nom-là aussi au début du 20e siècle, là, après la scission de la branche canadienne. Donc, les premiers journaux professionnels qui sont encore les mêmes journaux qu'on a aujourd'hui, donc le Journal of American Nursing, qui a été fondé en 1900 sous ce nom-là, qui existe encore aujourd'hui, qui est publié à chaque mois, et en 1905 pour le Canada, donc le Canadian Nurse Journal, qui existe encore aujourd'hui, même format de publication à chaque mois. Et ces journaux-là, dès leur premier numéro, donc les numéros sont disponibles en archive sur le web, sur le site de l'AIC pour le Canada et sur JSTOR pour les États-Unis. Donc, dès le premier numéro, ces journaux-là expliquent que la direction de ces associations-là, parce que ces journaux-là, c'est le journal de l'Association des infirmiers et infirmières du Canada et le journal de The American Nurses Association, donc des organes formels de prise de parole pour les associations infirmières nouvellement formées. Et ces journaux-là expliquent dès leur premier numéro qu'ils sont là pour promouvoir et favoriser la professionnalisation de l'exercice infirmier. Donc, à travers tout ça, en faisant mon projet de recherche plus large sur le travail politique de professionnalisation, je m'intéressais à comment les organisations infirmières se sont tournées vers les politiciens, le lobby, les différents groupes qu'elles ont rejoints pour gagner des alliés, du soutien pour la professionnalisation infirmière. Je suis tombée sur une tonne d'articles qui parlaient des sages-femmes. Dans l'immense majorité, tous les articles que j'ai vus de 1900 à 1930 environ étaient absolument épouvantables de la façon dont ils adressaient la question des sages-femmes.
Il y avait beaucoup de liens avec le problème des sages-femmes et la reconnaissance professionnelle infirmière. Donc, les infirmières voyaient les sages-femmes comme des rivales, des compétitrices pour un champ de pratique, pour une reconnaissance professionnelle. Et donc, le discours autour de ça, puis je vais vous montrer des citations par la suite là, qui aident à illustrer un petit peu mieux mon propos, parce que les citations sont vraiment, franchement, assez impressionnantes. La hargne, la haine, le vitriol qu'il y avait contre les sages-femmes à l'intérieur des journaux infirmiers était beaucoup pire que ce à quoi je m'attendais. Donc, l'argument contre les sages-femmes de la part des directions, de l'élite infirmière, prend deux dimensions que je vais expliquer aujourd'hui. Donc, le Pick Me Girls, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu ce terme-là qui est plus Gen Z. Là. Moi, je ne suis pas Gen Z, mais c'est un terme que j'ai quand même entendu. Puis c'est un terme qui est misogyne, qui est très sexiste à la base. Mais dans ce cas-là, c'est vraiment intéressant de voir à quel point les infirmières utilisent le langage de « nous, on est des bonnes femmes, les femmes dont vous, les médecins, avez besoin, pas comme les autres femmes qui sont les sages-femmes, qui sont incontrôlables, qui sont insubordonnées, qui peuvent pas être, qui sont difficiles à contrôler parce qu'ils sont pas régulés. Donc, il y a un gros discours qui m'a beaucoup fait penser à ce concept là, des Pick Me Girls ou le I'm not like other girls, le trope, l'espèce de stéréotype là, où ce que tu as une femme qui va dire « Ah, ben moi, je suis pas comme les autres femmes. » Mais ce que ça veut dire, dans le fond, c'est que ça reflète une misogynie intériorisée que les femmes, à la base, sont inférieures aux hommes. Et je vous mets une photo de Margaret Thatcher. Je ne sais pas s'il y a des plus jeunes ici, mais Margaret Thatcher, c'était la première ministre femme en Angleterre dans les années 80. Et initialement, beaucoup de personnes parlaient de ça comme d'une victoire féministe. Mais Thatcher a été probablement une des pires premières ministres pour les droits des femmes de l'histoire du Royaume-Uni. Donc, dans les pays impérialistes, au Royaume-Uni, etc., il y a eu une poussée, la colonisation, le vol de ressources, la richesse extraordinaire qui a été accumulée pendant la période de colonisation et la révolution industrielle, dont les deux étaient très liés, a créé une augmentation de richesse extraordinaire pour une très petite proportion de la population. Et il y a beaucoup de femmes blanches au Royaume-Uni, comme Florence Nightingale, par exemple, qui se battaient pas pour le droit de toutes les femmes, mais pour le droit des femmes blanches de pouvoir, elles aussi, profiter du pillage, de la richesse issue du pillage de la colonisation et de la richesse liée à l'exploitation des travailleurs qui a été développée à travers la révolution industrielle. Donc, juste pour vous donner quelques exemples, les infirmières se présentent comme des missionnaires du travail obstétrical. Donc, ça, c'est... J'ai pas pu vous donner toutes les citations. Ça va me faire plaisir. Je suis en train de rédiger un article là-dessus là, que j'espère soumettre d'ici la mi-décembre. Mais les infirmières se présentent vraiment comme des femmes qui vont défendre les médecins face aux femmes, surtout immigrantes, qui refusaient d'avoir des médecins être la personne qui les accompagnait à l'accouchement. Parce que c'était, surtout au début du 19e siècle, c'était pas, au début du 20e siècle plutôt, pardon, c'était encore, pour beaucoup de communautés, surtout immigrantes au Canada particulièrement, c'était, les femmes ne voulaient pas qu'un homme soit dans la salle d'accouchement avec elles. Donc, il y avait pas juste une compétition entre les sages-femmes et les médecins pour une clientèle de personnes qui étaient enceintes, mais il y avait aussi un enjeu culturel que les médecins voulaient absolument éliminer pour gagner de l'importance ou gagner la seule importance, être reconnu comme la seule autorité dans tout ce qui avait trait à l'accouchement. Donc, comme j'ai mentionné, les infirmières se font missionnaires du savoir et de l'autorité médicale.
ce qu'elles disent que les sages-femmes défient, qui en soi était vrai. Elles se disent plus dignes de confiance parce qu'elles sont formées par des médecins. À l'époque, les premières écoles infirmières, il y avait beaucoup de cours qui étaient donnés par des médecins. Le curriculum était largement contrôlé par des médecins. Et en plus, la plupart des écoles, surtout au Canada, mais aux États-Unis aussi, n'acceptaient que des femmes blanches dans leur rang. Au Canada, ça a pris jusqu'à après la Deuxième Guerre mondiale, avant qu'une infirmière, une femme noire, puisse être acceptée comme étudiante dans une école infirmière. Aux États-Unis, il y a eu des écoles dans le sud qui ont été qui étaient ségrégées, donc qui permettaient à qui avaient des étudiantes qui étaient des femmes noires. Mais il restait un enjeu de stratification du travail que qu'on va voir dans le prochain, la prochaine dimension de cette historiographie. Donc, une autre citation que je vous ai choisie, mais ça, je vous dis, il y en avait des tonnes. On parle de, j'ai révisé peut-être je pense, 90 articles environ là, qui parlaient des sages-femmes. Et c'est ça qui revient tout le temps. Genre. Donc, des infirmières qui disent qu'on ne devrait donner aucune reconnaissance ou encouragement à la formation des sages-femmes parce que tous les accouchements devraient être contrôlés par un médecin. Donc, cette idée-là de médicalisation à l'extrême de l'accouchement, de la grossesse, a été beaucoup portée par les journaux professionnels infirmiers. Et à travers ce langage-là, il y avait aussi l'idée que en encourageant la médicalisation de la grossesse, les infirmières étaient plus professionnelles, étaient plus elles s'associaient à la science dominante de l'époque et donc, à travers ça, gagnaient en respectabilité ou reconnaissance. Et dans plusieurs articles, c'est mentionné que l'importance que les médecins soient des alliés dans la lutte pour la professionnalisation de l'infirmière et que, justement, que la formation soit déjà donnée en grande partie par des médecins contribuait à gagner leur confiance. Et cette adhésion enthousiaste à la campagne anti-sage-femme a été déterminante aussi. Donc là, je vous ai donné des citations d'infirmières, mais les journaux infirmiers, donc les deux journaux, le Canadian Nurse Journal puis le American Journal of Nursing, on prêtait ces plateformes-là à des médecins. Donc, il y a beaucoup d'articles qui ont été écrits par des médecins, même par des dentistes, pour parler spécifiquement de l'importance de l'élimination de la sage-femme aux États-Unis puis au Canada. Donc, comme je l'ai mentionné, une des choses que les infirmières défendaient qui les rendait différentes des sages-femmes, qui les rendait meilleures, une meilleure version de la femme et de la féminité, c'est que les sages-femmes ont été beaucoup associées, surtout au Canada, à l'immigration et le soi-disant problème de l'immigration. Dans le sud des États-Unis, aux États-Unis aussi, c'était beaucoup lié à l'immigration, surtout dans le nord, mais dans le sud, les femmes noires qui avaient été victimes de l'esclavagisme pendant des siècles aux États-Unis. Il y avait une culture aux États-Unis que les femmes blanches utilisaient encore jusqu'à un certain point des sages-femmes noires. Et ça a été la xénophobie et le racisme ont été vraiment une des pierres angulaires de la campagne de vilification des sages-femmes. Dans le sud des États-Unis, un des premiers titres professionnels que les infirmières se sont appropriés à travers leur organisation. Puis là, c'est important, je parle ici vraiment des journaux professionnels. Donc, je ne peux pas parler de qu'est-ce que les infirmières sur le terrain vivaient leur relation au jour le jour avec les sages-femmes. Mais le discours des organisations professionnelles infirmières, de l'élite infirmière blanche, si on veut, était extraordinairement violente, vraiment ancrée dans une misogynie, une xénophobie, puis un racisme assumé. Là. Donc, aux États-Unis, un des premiers titres professionnels dans le Sud, c'était le Nurse Midwife Inspector. Donc, les infirmières sont alliées aux médecins pour devenir des inspectrices de sages-femmes. Et là,
les médecins déléguaient le pouvoir à l'infirmière pour décider si une sage-femme aurait le droit de continuer de travailler ou pas à travers l'émission de licence ou la non-émission de licence, qui rendait la pratique qu'une sage-femme peut-être avait eue pendant des décennies d'une journée à l'autre, ça devenait une pratique illégale. Et donc, on retirait le gagne-pain à quelqu'un. Donc, ce niveau de pouvoir sur des sages-femmes était énorme et a eu un impact dévastateur sur les sages-femmes elles-mêmes. Au Canada, on a vraiment joué sur la xénophobie, des campagnes de peur que les femmes immigrantes étaient un problème, étaient dangereuses, étaient sales, ignorantes, connaissaient rien à l'asepsie, alors que c'était pas du tout le cas. Donc, dans l'American Journal of Nursing, par exemple, ça c'était un rapport dans les pages de ce journal-là, mais c'est un médecin qui était venu parler au congrès annuel de l'Association des infirmières aux États-Unis. Puis il disait « The midwife is an undesirable product of foreign immigration ». Donc, la sage-femme est le produit indésirable de l'immigration étrangère. Et donc, ce genre de discours-là est prévalent dans presque 100% des articles que j'ai vus dans les deux journaux, autant au Canada qu'aux États-Unis, sur la question de la sage-femme. Dans la Canadian Nurse Journal, il parle de amener des shiploads des tralées de sages-femmes d'un autre pays et de les lâcher lousses dans l'Ouest pour détruire les bonnes choses apportées par l'obstétrique. Elles sont ignorantes, elles sont sales, etc. Donc, c'est vraiment un discours qui est dominant par rapport aux sages-femmes. Parce qu'à l'époque, ce qui est important à comprendre, c'est que il y avait un réel problème aux États-Unis puis au Canada particulièrement, un taux de mortalité maternelle et infantile extrêmement élevé. Et ça, c'était en grande partie à cause de l'obstétrique, de la médecine obstétricale, parce que l'élimination des sages-femmes, c'est important à reconnaître, puis même à cette époque-là, il y avait les données pour le démontrer, les sages-femmes étaient beaucoup plus sécuritaires que les médecins obstétriciens à cette époque-là. Une femme avait beaucoup moins de chances de mourir, beaucoup moins de chances d'attraper une infection. L'enfant avait beaucoup plus de chances de survivre aussi si c'était une sage-femme qui était présente durant l'accouchement plutôt qu'un médecin. La médecine obstétricale était une toute nouvelle branche de la médecine à cette époque-là. Et la campagne anti-sage-femme était pas du tout scientifique, était pas basée sur des données probantes, était vraiment basée sur des intérêts pécuniers, sur des intérêts de domination, de suprématie blanche, de patriarcat et d'un système des professions profondément patriarcal et capitaliste. Donc, d'abord, il n'y avait pas assez de médecins obstétriciens pour prendre la place des sages-femmes, mais les médecins préféraient quand même qu'il n'y ait plus du tout de sages-femmes, qu'il y en ait plutôt que des femmes qui n'auraient pas accès à un médecin aient accès à une sage-femme. Un des articles aussi que j'ai trouvé qui venait d'un journal médical parlait justement de la contradiction entre les données sur les sages-femmes et les données sur les obstétriciens, puis la campagne anti-sage-femme. Puis c'est un médecin qui s'exprimait en disant, puis lui, il essayait de justifier un peu la campagne anti-sage-femme en disant « Ah, c'est parce que les nouveaux médecins obstétriciens sont trop fatigués, ils ont trop de travail, c'est pour ça souvent que ça va pas bien, on leur donne les cas plus difficiles, etc. » Mais c'était pas du tout le cas. Les sages-femmes étaient des héritières de souvent milliers d'années de connaissances, de traditions, et on les a carrément mis de côté avec un impact dévastateur sur la santé des femmes, la santé des enfants et sur la capacité à l'emploi de milliers de femmes aux États-Unis et au Canada. Donc, les deux éléments par rapport au positionnement de l'élite infirmière, je pense que c'est vraiment important à regarder qu'à travers la campagne de professionnalisation, on s'est vraiment accroché à des enjeux misogynes, des enjeux de racisme, de xénophobie pour justifier la professionnalisation infirmière sur le dos des sages-femmes. Donc, les infirmières sont présentées comme une meilleure version, comme un remplacement plus acceptable des sages-femmes. Les médecins eux-mêmes promouvaient beaucoup l'idée que
seules les infirmières formées dans des écoles hospitalières devraient pouvoir avoir le droit de prendre un cours pour devenir sage-femme, infirmière sage-femme. Donc, ça, c'est quelque chose qui a vu le jour pendant quelques années, mais qui n'a pas duré, qui était la profession d'infirmière sage-femme. Les infirmières sont engagées à se subordonner aux médecins obstétriciens pour contribuer à la campagne de la médicalisation de la grossesse et de l'accouchement, à faire campagne auprès des femmes immigrantes, de les convaincre, parfois même sous la menace ou avec des campagnes de peur, qu'elles devaient aller voir un obstétricien, peu importe l'état de leur grossesse. Et rattaché à ça, parce que souvent ça va ensemble, les infirmières se présentaient comme supérieures aux sages-femmes parce qu'elles étaient des femmes blanches, en grande majorité, parce qu'elles n'étaient pas des femmes immigrantes. Et donc, ce que ça reflète tout ça, c'est que l'élite infirmière, si on veut, a préféré faire une alliance qui a assuré leur subordination. Donc, c'est une alliance patriarcale à l'intérieur d'un système capitaliste pour élever le statut des femmes blanches seulement. Donc, la colonisation, le développement du capitalisme et de l'impérialisme même au cours du début du 20e siècle a beaucoup transformé les relations domestiques dans les pays les plus riches, comme au Royaume-Uni, où le travail domestique a shifté, si on veut, s'est déplacé des femmes blanches vers des femmes immigrantes qui venaient des pays occupés par les armées coloniales. Et donc, les femmes blanches, par la suite, voulaient aussi avoir accès aux richesses, parce que là, cette libération en partie du travail domestique, là, on ne parle pas de toutes les femmes blanches, évidemment, on parle d'un système très classiste aussi, donc on parle d'une très petite proportion des femmes blanches qui ont pu profiter de ça, jusqu'à un certain point, d'autres catégories aussi. Mais ça les a amenés à ne pas vouloir se battre pour toutes les femmes, mais plutôt se battre pour avoir des privilèges similaires à ceux des hommes blancs à cette époque-là. Et ça s'est reflété beaucoup dans la professionnalisation infirmière parce que c'était la première professionnalisation d'un travail féminin, à grande majorité féminine, et qui a vraiment alimenté, et qui a vraiment alimenté les campagnes xénophobes, misogynes qui existaient à l'époque. Donc, je vous ai mis d'autres. Là, j'ai plus beaucoup de temps, fait que je vais arrêter là. Mais il y avait vraiment une reconnaissance dans les organisations infirmières de l'importance de se positionner comme blanche, comme non-immigrante, de reproduire ce discours raciste, sexiste, misogyne, xénophobe, colonial, pour justifier leur proximité au pouvoir médical et à travers ça gagner le travail de professionnalisation. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, aujourd'hui? C'est que notre professionnalisation comme infirmière, les enjeux dont on parle de racisme systémique, de sexisme, de violence coloniale, c'est imbriqué dans le tissu même de la profession, de nos fondements professionnels. Donc, c'est pas les enjeux qui traitent de racisme, par exemple, dans la profession infirmière, c'est pas une erreur ou une erreur de parcours, c'est vraiment imbriqué dans l'intersection de nombreux systèmes d'oppression qui a mené à la création du corps professionnel infirmier. Donc, cette idée du professionnalisme qu'on a tant transformé pour qu'il en vienne à être synonyme de vertu ou synonyme de valeur morale, ça vient obscurcir toute l'histoire qui existe. Et ça l'a mené à ce que moi, je vois un peu comme une sédimentation. Donc, la sédimentation des systèmes d'oppression dans la fondation du professionnalisme infirmier. Puis je parle de sédimentation parce qu'à moins qu'on creuse, il n'est pas visible à cause de la façon dont on a transformé le terme professionnalisme en vertu ou valeur plutôt que dans le processus politique qu'il est réellement. Donc, voilà, j'ai un paquet de références. Si jamais vous les voulez, n'hésitez pas.